1930. Le cinématographe est devenu parlant, dansant et chantant. La music hall semble ne pas en souffrir encore. Au contraire, cette concurrence le stimule. L'heure est aux salles énormes, aux spectacles monstres dans lesquels la machinerie joue un rôle capital. Effets d'instantanéité, de gigantisme, autrefois réservés à l'opéra, ils sont devenus le quotidien du grand spectacle populaire qu'est le music hall. Des paquebots s'avancent dans la nuit sur des plateaux étroits, qu'à cela ne tienne. La féerie se fera technologique. Elle commandera aussi des escaliers vertigineux propres à dynamiser l'espace. Les enfants, nous allons prendre de l'entrée de mise, de l'entrée seulement. Attention, 1, 2, parti. Comme l'opéra, le music hall aura ses divas, ces animaux sacrés, juchés sur des pyramides de plumes, des cariatides de femmes nues et des colonnades de boys. Miss Tinguette, ici en répétition, Folies Bergère, en 1933, semble incarner à elle seule le music hall tout entier. Nul mieux qu'elle ne sait tutoyer le public. N'oubliez jamais son statut de lointaine idole, seulement visible dans le chatoiement des projecteurs voilés de gélatine rose. On dit que j'ai de belles grandettes. C'est assez haut. Mais je serais pas Miss Tinguette si j'étais pas comme ça. Pour l'égaler, Paul Derval, directeur des Folies, peut bien appeler Florel. Florel à vous. Ansel. Où Oscar Dufresne envoyait des limiers sur les traces de Marie Dumas, voire de Jeanne Aubert, la plus élégante de nos fantaisistes. Finalement, c'est Cécile Sorel, fraîchement débarquée du théâtre français, qui inquiétera le plus la gloire inaccessible de Miss. Henri Varna lui fait mener en 1933 la revue Vive Paris au Casino. Pour Célimène, escalier d'or, musique de Louis Betts, paroles de Sacha Guitry, robe de Drian. Et une descente historique conclue par une simple question devenue proverbiale. L'ai-je bien descendu? Les gloires du music hall sillonnent le monde, mais reviennent toujours à Paris, comme Joséphine Baker, définitivement adoptée par la France. Elle ne se fait pas prier avant sa rentrée aux Folies en 1936 pour entonner son inépuisable tube sur un quai de la gare du Nord. Êtes-vous contente, Joséphine, de revoir Paris? Je suis tellement contente. Vous voyez quelle joie pour moi. Maurice Chevalier, rentré de Hollywood en 1930, repart vers les sommets. Je suis folle de joie de retrouver mes amis. En 1935, c'est Lucienne Boyer qui revient de New York, inchangée. Je suis pas devenue américaine du tout, vous savez, je suis toujours parigote. Mais il est des arrivées en gare moins glorieuses. Celle de Rita Georg, par exemple. Elle a été l'étoile des opérettes montée à grands frais à l'Empire par Stavisky et vient témoigner lors de l'affaire qui secoue la République. Quelque chose est pourri au royaume de la paillette et des petites femmes. Derrière ces salles brillantes, ces lourds rideaux de velours, la réalité la plus sordide est bien présente. Le bel Alexandre est retrouvé mort dans ce chalet, liquidé par la police, dit-on. Oscar Dufresne, lui, a été assassiné dans son bureau de l'Alcazar l'année précédente. Le petit monde des coulisses est en émoi. Un marin aurait fait le coup. Mesdames, messieurs, la mort tragique... Henri Varna, son collaborateur, est en larmes. Mais il est aussi l'héritier du défunt et se retrouve directeur de 5 des plus belles salles de Paris. Nous avons
peine à concevoir que cet homme, hier encore plein d'un optimisme robuste, et à qui la vie semblait devoir sourire longtemps encore, appartiennent aujourd'hui au passé. En 1936, c'est au tour de Louis Leplay d'être assassiné par un introuvable rôdeur. La jeune môme Piaf, la plus récente découverte de Leplay, est effondrée. Laure Jarny, l'animatrice du Jarny, le cabaret de Leplay, rue Pierre Charon, arrive sur le lieu du drame. Le nom de Piaf est sur toutes les lèvres, pour de mauvaises raisons cette fois. N'écrit-on pas dans la presse qu'on a vu rôder au Jarnys quelques-unes de ces mauvaises relations de Pigalle? Piaf donne des noms et, pour les actualités, tente de se justifier. Je n'ai accusé personne, monsieur. J'étais obligée de dire avec qui j'étais avant, puisqu'on m'a questionné. Il fallait bien que je dise avec qui j'étais. Si je n'avais rien dit, on aurait eu l'air de dire que je protégeais quelqu'un. Alors j'ai dit la vérité, mais je n'ai accusé personne. Celle qui n'est pas encore édite tourne alors son premier film, dans une odeur de soufre. Dans La Garçonne de Jean de Limur, elle drague Marie-Belle avant de lancer une chanson écrite pour elle par Jean Vienner. Problème simple, il sera alors de mal quand on crève au lit d'hôpital. J'aime quand même. 5 ans après, Edith tournera son deuxième film, Métamorphosée. Elle revient effectivement de loin. Et sous la férule de son Pygmalion, Raymond Assau s'apprête à aller bien plus loin encore. C'est que mon cœur sera en joie, puisque le tien viendra vers moi. C'est que sa voix s'inscrit admirablement dans la cire, et que les gens de la rue, ces grands consommateurs de disques, l'ont reconnue comme l'une des leurs. Nulle chanteuse comme elle n'a su se plier aux exigences d'une industrie alors bondissante. Paris et les grandes villes ont ouvert des kermesses où l'on écoute pour une piécette le succès du jour. On se souvient de Dita Parlo au final de La Talente de Jean Vigo, allant y chercher le souvenir de son amour perdu. Mais le disque, objet de consommation courante, a aussi ses lettres de noblesse. Et son grand prix, à partir de 1930. Fondé par Candide et destiné à encourager l'effort artistique et technique des éditeurs. Les disques primés sont choisis parmi ceux publiés au cours de l'année précédente. Colette et Louis Lumière illustrent son jury. Bien sûr, les distinctions, cela est éternel, ne valent rien devant l'adhésion populaire. On le voit dans la chanson. La créatrice d'un titre peut être la trop bien disante Lynn Marlis. Elle sera balayée par celle qui va, du haut de sa passion vécue, en faire une tragédie, Fréhel. N'attends plus rien, je me demande à quoi je tiens. Les mauvais souvenirs résonnent dans mon crâne. Il est aussi des rapts, comme celui dont Marie Dubas sera la victime et Piaf la bénéficiaire. Bon Légionnaire, créé par Dubas en 1936, est adopté par Piaf en 1937. Il avait de grands yeux très clairs, où parfois passaient des éclairs, comme au ciel passent des orages. Il était plein de tatouages que j'ai jamais... La chanson, portée par les ondes propices à la voix grave de la môme, échappe à sa créatrice d'origine. Sur son cœur on lisait personne, sur son bras droit un mot. Car la voix sera mécanique ou pas, comme l'image. Mais en avril 1935, nul ne le sait encore. Et sûrement pas Lise Gauthier, qui paraît dans une première démonstration de télévision. Lise Gauthier. À Paris, c'est la nuit. À Paris, dans chaque faubourg, à toute heure, une avenue, rêvant comme l'amour. Pourtant, que de signes. Un à un, les music halls se convertissent en salles obscures.
le légendaire Moulin Rouge lui-même. Il y a une grande première au Vénérable Olympia ce soir, mais c'est un film parlant qui est à l'affiche. Comment le vieux music-hall pourrait-il résister à tant de faste? À l'omniprésence du populaire Milton, passé à l'ennemi avec armes et bagages. Et si toi, qui t'a appelé mienne? Et si toi, où c'est-il, quoi, si c'est toi? Ta mère a dit que tu reviennes, que tu reviennes, Émilienne, que tu reviennes chez toi, comme avant, je ne t'avais jamais vu. C'est fatal que je ne t'ai pas reconnu. C'est toi qui t'a appelé mienne. C'est toi, où c'est-il, quoi? Et vous, mademoiselle? Florel, elle aussi, a choisi le cinéma. Elle vient de tourner l'opéra de Katsu à Berlin et chante dans Vacances de Robert Boudrioz, avec quelques intonations héritées de Kurt Weill. J'ai la même existence devant mon vieux clavier. Je suis condamnée à travailler car je suis à la tâche sans cesse et sans relâche, même dans un joli décor, je dois frapper encore. Cet objet disgracieux désormais commande tout. Tu me demandes si je t'aime. Il va modifier avec force la chanson, comme l'illustre l'art confidentiel d'une Cora Madou. Tu rôdes autour de moi qu'ils sont pénibles, tes silences. Tu es nerveux, plein d'impatience, puis brusquement, à demi-voix. Ou le phrasé d'une Lucienne Boyer. Appelez-moi l'amour, redites-moi des choses tendres, votre beau discours. Voix désormais soumise à cette bande, économisée, filtrée par ce micro par quoi désormais tout passe. Canaillerie de Marcel Bordas, une héritière de Teresa. Car c'était elle qui faisait le tapage à la maison, la guenon, la poisson et les morts. Roucoulade d'Eliane Célis, la voix française de Blanche-Neige. Et c'est dans un embrouillaminé de câbles et de micros que doit chanter Tino Rossi lors d'un gala en 1936. À la fête des Cafcons, malheur à Lise Gauthier. Si elle veut s'écarter un brin du micro, un assistant l'y ramène sans ménagement. Malgré l'impérialisme grandissant du disque, de la radio et du cinéma parlant, la rue sait encore reconnaître les vrais, les bons. Elle fait fête à Marie Dubas qui incarne la chanson populaire et s'est pourtant imposée à son public l'art subtil de Francis Carco dans l'historique Doukaboulou. Affaire inventée brune, que de gens heureux, chacun sa chacune, l'une et la font deux amoureux, épris du culte d'eux-mêmes, assure que l'on s'aime, et que l'on est gris. Ça durera bien le temps nécessaire pour que Jeanne et Pierre ne regrettent rien. Marie Dubas qui peut nous donner, près de 60 ans après, une belle leçon d'interprétation et de gestuelle scénique.